vous témoigner tous mes respects. Ensuite, j'espère que vous allez bien dans cette période assez compliquée. Et il paraît qu'en Suisse, ça va pas forcément mieux qu'en France, là, depuis peu. Je voulais recueillir votre avis par rapport aux élections américaines. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie de Cossette? Et est-ce que vous avez encore de l'espoir dans la reprise du pouvoir par rapport au camp Trump et l'État profond? Voilà. Et ensuite, est-ce que vous pourriez donner votre avis par rapport à la situation française? Est-ce qu'on aura encore, comment dire, une chance de s'en sortir, de sortir de cette dictature sanitaire? Voilà, je vous remercie. Au revoir. Bon, bah comme je l'ai dit souvent, j'aurais bien aimé que Quanon existe et que Quanon dise vrai. Malheureusement, on a pu constater que c'était pas tout à fait ça. Moi, il y avait pas mal d'indices vers la fin qui m'ont quand même laissé penser que c'était pas tout à fait ça, parce que on aurait dû voir apparaître aux côtés de Trump les plus hauts gradés de l'armée, hein, pas des types un peu en marge. Et puis finalement, on constate que l'État profond est beaucoup plus puissant en réalité que ce que Trump a pu représenter, que Trump a pu se faire élire comme président un peu parce que les autres ne l'avaient pas vu venir, mais que dès lors qu'il a été élu, ils ont travaillé pour empêcher sa réélection et l'empêcher même de gouverner. Et ce qui fait que c'est pas Trump qui a comment dirais-je, purgé le marais et vaincu l'État profond, c'est l'État profond qui s'est débarrassé de Trump et de la menace qu'il représentait, qui n'était jamais qu'un caillou dans la chaussure de l'agenda mondialiste américain. Et on a bien vu que pour ça, eh ben, ils n'ont pas hésité à procéder à un coup d'État, hein, coup d'État par tricherie électorale, qui est quand même d'ailleurs une tradition américaine, hein, la tricherie électorale. Enfin là, c'était dans des proportions jamais vues, je crois. Et on a vu surtout qu'au niveau des politiques de tous les pays à peu près et des médias mainstream, il y avait quand même unanimement, comment dirais-je, un propos qui couvrait ce coup d'État, ce qui est ça qui a été très très impressionnant, c'est-à-dire à quel point finalement Trump, qui représente sans aucun doute la majorité des Américains, avait peu de relais de haut niveau, au niveau national et même mondial, pour pouvoir continuer sur sa ligne politique patriote, plutôt isolationniste, etc. Et ça, c'est vrai que ça a été un coup très dur pour les gens comme moi, parce qu'on espérait beaucoup. On espérait beaucoup en Trump et malheureusement, on peut rien lui reprocher, mais on découvre finalement Trump n'était jamais que le chef des gilets jaunes américains, quoi. Et un type qui ne venait pas strictement du milieu de la politique, enfin du bipartisme républicain-démocrate, qui a réussi à se faire élire sur un peu un coup de poker et qui là s'est pris dans la gueule la machine politique américaine, puisqu'il a été non seulement vaincu par les démocrates, mais trahi par les républicains. Ce qui veut dire que maintenant, en plus maintenant, il est dans un champ de mine de procédures contre lui, c'est-à-dire que par les réseaux bancaires, on essaye de le ruiner, on va le poursuivre aussi pour tentative de coup d'État, puisqu'en fait l'histoire du Capitole, on lui met sur le dos. Et maintenant, il est un peu contraint à une position défensive, donc il n'est même pas dans une position de reconquête, mais ça n'empêche pas que ce qu'il représente est toujours là, est majoritaire, et forcément, cette dictature, entre guillemets, démocrate, oui d'ailleurs c'est bien ça la démocratie, hein, je lisais quelque part l'autre jour, c'était très, 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 très bonne définition, que la démocratie, c'est ce qui permettait de faire libérer Barabbas et crucifier Jésus. Et je pense que c'est exactement ça, oui. Et on voit bien que ce que représente Trump donc ne va pas s'éteindre sous prétexte que les autres ont réussi à lui voler les élections. Alors, est-ce que cette force, c'est lui qui va l'incarner demain? C'est pas sûr, parce qu'il faudrait peut-être quelqu'un de moins riche, de plus jeune. Mais en tout cas, il a montré la voie, et c'est une première tentative. Si on veut faire des parallèles un peu osés, on se rappelle que Hitler a tenté un coup d'État assez tôt, qu'il a amené en prison. Et puis, finalement, il est quand même arrivé au pouvoir par les voies légales, d'ailleurs, il faut le rappeler. Je crois que c'est une bonne dizaine d'années plus tard, hein, ou 8, comme je prépare pas, je sais pas si c'est 10 ans, 8 ans, je me rappelle plus, il faut regarder les dates. Donc, de toute façon, ce que représente Trump va rebondir et va chercher à avoir sa revanche politiquement, c'est certain, mais sans doute, ça sera pas forcément par Trump.
Et là, ce qu'on va constater dans les mois qui viennent, c'est est-ce qu'il va avoir l'énergie et les moyens de monter son propre parti, qui serait un parti patriote, qui serait ni démocrate ni républicain, donc un parti de troisième voie, ce qui est absolument nécessaire. Est-ce qu'il a les moyens, avec son entourage, de monter des médias indépendants, puisque je rappelle que Fox News l'a trahi très très vite, hein. Et puis après, les GAFA l'ont muselé, ce qui prouve quand même la violence de la dictature dans laquelle on est aujourd'hui, hein. Et puis aussi rappeler quand même que là, on diffuse en ce moment sur le site le film Naissance d'une nation, qui est le premier long métrage du cinéma américain et qui est d'ailleurs conservé à la Bibliothèque du Congrès comme un trésor national. Et je rappelle que ce film est une apologie du Ku Klux Klan. Et ce film montre très bien les schémas de domination qui sont en place aux États-Unis et qui, en 1860, étaient déjà les mêmes qu'aujourd'hui, à savoir ce que Griffiths appelle les affairistes du Nord, vous voyez de qui il veut parler, qui se sert en fait des Noirs, et là on pense à Soros et Black Lives Matter, pour mater en fait l'esprit américain des États confédérés, c'est-à-dire ce Sud dont Michael Jones nous explique bien qu'il est d'essence profondément catholique, européenne et même française, et que c'est, on va dire, la beauté de l'Amérique par rapport à cette Amérique qui n'est que la continuation de l'Empire anglais et qui était incarnée par les États de l'Union, qui ont gagné, je le rappelle, hein. Donc, ayez bien cette perspective de la longue histoire, que finalement, ce que représente Trump aujourd'hui et son électorat, c'est jamais que la perpétuation de ce qui a donné la guerre de sécession, c'est-à-dire deux visions de l'Amérique, hein. Une Amérique confédérée de petits producteurs, et puis l'Union qui est en fait les rubber barons, hein, c'est-à-dire les affairistes des grandes villes industrielles du Nord, et donc le pouvoir bancaire et ceux qui sont derrière. Et qu'en fait, que cette guerre rebondit régulièrement. Et là, elle a été, cette revanche du Sud que représentait Trump a été étouffée et je dirais violentée, trahie, je ne sais pas comment dire, électoralement, mais c'est pas fini, ça va rebondir. Et ça rejoint d'ailleurs un peu ce sur quoi je travaille en ce moment et ce dont je parle dans mon prochain livre, c'est-à-dire ces deux esprits qui sont en lutte permanente aux États-Unis. Cet esprit qui est typiquement l'esprit on va dire puritain anglo-saxon, et qui a beaucoup à voir avec toute cette violence composite de l'Empire anglais qui remonte à Cromwell, hein, et qui passe par Disraeli. Et puis cet esprit du Sud qui est beaucoup plus, qui représente en fait la continuation plutôt de la belle civilisation européenne, avec une dimension beaucoup plus catholique, hein, et dont on se sent nous proches. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait une affinité presque instinctive avec Trump et avec ce qu'il représentait, hein, ce peuple qui correspond en fait à la belle Amérique des films de John Ford, hein, et qui fait on a quand même tous, quoi qu'on dise, une fascination pour une certaine Amérique et pour cette belle Amérique-là. Et on espère tous secrètement que cette belle Amérique, qui a beaucoup à voir, qui est un prolongement de nous en réalité, finisse par avoir sa revanche sur ces forces qui sont déjà montrées très précisément dans le film de Griffiths, Naissance d'une nation, qui, je rappelle, est sorti en 1915 et explique comment s'est gagnée la guerre de sécession, par qui et pourquoi il y a eu à un moment donné ce sursaut du Sud incarné par le Ku Klux Klan. Que nous, on nous montre toujours les exactions du Ku Klux Klan, mais on n'explique jamais d'où est née cette colère et ce sursaut, je dirais, qui, quand on comprend les tenants et les aboutissants, était assez légitime. Voilà. Bon, ça vous donnera peut-être envie de creuser tout ça. Par contre, pour Quanon, effectivement, malheureusement, la conclusion, c'est que Quanon, on l'a eu dans le cul. C'est ça le symbole Q de Quanon, c'est qu'à la fin, on l'a dans le cul. Et Cossette, c'est le danger de croire au billard à 4, 5, 6 bandes. Comme je le dis, au-delà des 3 bandes, ce n'est plus trop possible. Il y a quand même des limites à la réalité. Et il ne faut pas être plus complotiste que le complot lui-même, quoi, hein, voilà. Donc, peut-être que oui, moi j'ai une longue pratique de la politique. Et à un certain moment, quand je décroche de certaines thèses, c'est parce qu'il y a quand même des signaux du réel que vous devez remarquer qui doivent être là. Et quand ils ne sont pas là,
et qu'on n'est que dans les projections. Alors, ça peut donner les Illuminati, ça peut donner les reptiliens. On sort quand même du réel. Moi, je sais que des choses existent. La franc-maçonnerie, ça existe. La puissance de la communauté organisée, ça existe. Le grand capital, ça existe. Tout ça, j'ai vérifié que ça existait. D'ailleurs, je l'ai vérifié parce que je les prends dans la gueule. C'est quand même le meilleur moyen de vérifier qu'une chose existe. Le moyen de vérifier qu'une porte existe, c'est que il faut pouvoir l'ouvrir, quoi. Hein. Et au-delà, moi, je pense qu'on est un peu dans le délire. Alors, est-ce que ce délire est instrumentalisé pour disqualifier justement par exemple, la vision du monde et les thèses que moi j'incarne? Ça encore, c'est une question subtile. Est-ce que Cossette est un idiot utile? Est-ce que c'est quelqu'un qui a trop rêvé? Je sais pas, mais bon, voilà, il faut qu'à un moment donné, il révise sa copie parce que ça s'est pas passé comme il a dit, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est important de tenir compte de la réalité quand même. Alors, la question sur la France, c'est pareil. Moi, je suis pas devin. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation parfaitement radicale qui fait qu'on peut plus dire Soral nous emmerde avec ses problèmes, ça nous regarde pas, etc. Aujourd'hui, on voit bien que l'alternative, c'est révolution ou esclavage, hein. Révolution ou soumission intégrale, révolution ou destruction de ce qu'on appelle le monde d'avant, c'est-à-dire ce qui restait de liberté dans notre monde partiellement libéral ou encore résiduellement libéral, et que peut-être qu'il y a encore des restaurateurs qui l'ont pas compris. C'est pas parce qu'on obéit que ça va s'arrêter. C'est plus on obéit, plus ça s'aggrave. Hein, c'est ça. Et qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre alternative que la révolte franche, avec les risques que ça comporte, évidemment, la barricade, quoi. Hein, voilà. Mais il faudra qu'on en arrive là, ce que j'ai appelé à une époque, si vous vous rappelez bien, il n'y a pas si longtemps, le passage nécessaire des gilets jaunes aux gilets bruns. C'est-à-dire que c'est la classe moyenne qui doit monter au créneau. C'est elle qui est menacée de mort. On assiste en ce moment à une guerre préventive contre la classe moyenne potentiellement révolutionnaire, qui est en train d'être détruite sous prétexte du Covid, parce qu'elle peut demain mener l'insurrection et que nos ennemis qui ont le pouvoir connaissent l'histoire comme je la connais et savent quelles sont les vraies forces révolutionnaires et les forces révolutionnaires que leur histoire nous vend. Hein. Ce n'est malheureusement pas le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier participe, mais il n'est pas moteur. Hein. Tout ça, c'est ce que j'explique depuis longtemps et c'est ce qui fait qu'on me traite de fasciste. Tout ça est assez cohérent quand on analyse non seulement la longue histoire, mais plus précisément l'histoire du XXe siècle, hein, parce que toutes les démonstrations sont dans le XXe siècle, de la Révolution d'octobre, en passant par les épopées dites totalitaires des années 30, et puis tout ce qui est advenu après Nuremberg. Hein, voilà. Donc c'est pareil, moi la seule chose que je peux faire, et je le répète, c'est vous aider à vous cultiver pour avoir une vision la plus précise des choses et des rapports de force, afin de pouvoir bouger utilement et sans doute au bon moment, parce qu'il sera question de bouger. Et malheureusement, on ne peut pas faire tellement plus aujourd'hui. Donc, voilà, moi je fais ce travail et je pense que ça finira par arriver, hein, cette insurrection générale. Mais dans combien de temps et à quel prix, ça on peut pas le dire. Et puis si ça n'arrive pas, eh ben on sera dans le talon de fer de Jack London, hein, c'est-à-dire lui il dit que ça dure 300 ans, bon c'est un peu pessimiste, mais on se rappelle par exemple pour ceux qui voient de façon très noire le communisme soviétique et la révolution bolchevique et ce que ça a donné, eh ben c'est une épopée assez brutale sans doute pour certains, qui a duré 70 ans, mais ça a fini par tomber. Donc, toute la question est la question du temps. Une vie d'homme adulte, c'est pas tant d'années que ça, c'est peut-être 4 décennies, et on est toujours pressé que les choses arrivent et que les choses changent. Alors après, le désespoir, c'est de confondre en fait 30 ans et l'éternité, d'où la phrase de Maurras, hein, que le désespoir en politique est une bêtise sans nom, je ne sais plus la phrase exacte. Voilà, donc est-ce que le grand soulèvement qu'on attend et qui est dans la tradition française va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 30 ans? C'est ça la grande question. Et si ça arrive dans 30 ans, ça veut dire que je ne le verrai pas et que je n'aurai été que comme Moïse. Je n'aurais pas vu la terre promise, mais au moins j'aurais aidé mon peuple à y accéder. Bonjour Monsieur Soral.